Sacrifier un proche pour sauver des inconnus. Le dilemme moral, qui consiste à envisager le sacrifice d'un proche pour sauver des inconnus, plonge au cœur de débats éthiques et complexes, interrogeant nos principes fondamentaux sur la valeur de la vie, la responsabilité individuelle et les conséquences de nos actions. Ce questionnement met en lumière les tensions entre différentes approches morales, notamment l'utilitarisme et le déontologisme. L'utilitarisme est une philosophie morale développée par des penseurs tels que Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Il propose que la moralité d'une action est déterminée par ses conséquences. Selon cette perspective, il serait justifiable de sacrifier un individu si cela permet de sauver un plus grand nombre de vies, maximisant le bien-être général. Cette approche se concentre sur les résultats tangibles et cherche à atteindre le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Cependant, le déontologisme, associé à des philosophes comme Emmanuel Kant, insiste sur l'importance des principes moraux et de devoirs intrinsèques. Selon cette vision, certaines actions sont moralement inacceptables, indépendamment de leurs conséquences. Ainsi, sacrifier un proche, même pour sauver plusieurs inconnus, pourrait être considéré comme une violation d'un devoir moral fondamental envers autrui, en raison du lien personnel et de l'obligation morale de protéger des êtres chers. Des expériences de pensée telles que le dilemme du tramway illustrent ces tensions morales. Dans ce scénario, une personne doit choisir entre actionner un levier pour détourner un tramway hors de contrôle, sacrifiant ainsi un individu, ou bien ne rien faire et sacrifier 5 individus. Ces dilemmes mettent en évidence que nos décisions morales sont souvent influencées par des facteurs émotionnels et contextuels. Cette distinction suggère que notre sens moral est complexe et peut être modulé par des facteurs tels que l'intention, la proximité relationnelle et les contextes de l'action. De plus, des études interculturelles ont montré que les jugements moraux, à travers le monde, varient. Une recherche impliquant plus de 27 000 participants dans 45 pays a relevé des différences significatives dans la manière dont les gens perçoivent ces dilemmes, influencés par des facteurs culturels, sociaux et individuels. Ces variations indiquent que la moralité n'est pas universelle, et que nos valeurs sont façonnées par nos contextes culturels et personnels. Le dilemme de sacrifier un proche pour sauver des inconnus sert de point d'ancrage pour explorer les profondeurs de notre éthique personnelle et collective. Il nous pousse à réfléchir sur la nature de nos obligations envers les autres, la hiérarchie de nos devoirs moraux et la manière dont nous équilibrons les conséquences de nos actions avec nos principes fondamentaux. Et toi, que ferais-tu? Sauverais-tu ton proche ou bien les inconnus? Peut-on être heureux sans amour? La question de savoir si l'on peut être heureux sans amour invite à une réflexion profonde sur la nature du bonheur et le rôle que jouent les relations affectives dans notre épanouissement personnel. Le philosophe helléniste Barbara Cassin, récemment élue à l'Académie française, offre une perspective intéressante sur ce sujet. Selon elle, il existe une pluralité d'expériences et d'âges intérieurs qui contribuent à notre bien-être, indépendamment de l'amour romantique. D'autres philosophes et psychologues partagent cette idée. Par exemple, la psychologue Bella De Polo a mené des recherches montrant que les personnes célibataires peuvent éprouver des niveaux élevés de bonheur et d'épanouissement personnel. Elle souligne que le célibat offre l'opportunité de se concentrer sur soi-même, de développer ses passions et d'entretenir des relations amicales enrichissantes. Cette perspective met en lumière que le bonheur peut être trouvé dans l'autosuffisance émotionnelle et la réalisation personnelle, sans dépendre d'une relation amoureuse. En outre, il est important de considérer que la société moderne valorise fortement les relations amoureuses, parfois au détriment d'autres formes de bonheur. Les médias, la culture populaire et même nos cercles sociaux peuvent créer une pression implicite suggérant que le bonheur est intrinsèquement lié à l'amour romantique. Cependant, cette vision peut être réductrice et ne pas tenir compte de la diversité des expériences humaines. De nombreuses personnes trouvent le bonheur dans leur carrière, leurs amitiés, leurs hobbies ou encore leur engagement communautaire. Cela suggère que le bonheur est une construction personnelle, influencée par nos choix, nos valeurs et nos expériences, plutôt que par un seul facteur externe, l'amour. Il est également pertinent de noter que certaines études ont montré que les personnes en couple ne sont pas nécessairement plus heureuses que celles qui sont célibataires. Par exemple, une étude a relevé que des personnes célibataires peuvent ressentir un plus grand sens de la liberté et une plus grande créativité. Cela remet en question l'idée selon laquelle l'amour romantique est indispensable au bonheur et ouvre la voie à une compréhension plus nuancée de ce dernier. En définitive, la question de savoir si l'on peut être heureux sans amour ne trouve pas de réponse universelle, car le bonheur est une expérience subjective et multifacette. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître que l'amour romantique n'est pas le seul chemin vers le bonheur. En explorant diverses avenues d'épanouissement personnel, en cultivant des relations significatives,
et en poursuivant des passions individuelles, chacun peut découvrir sa propre définition du bonheur. Et cela, indépendamment de son statut amoureux. Et toi, penses-tu que l'on peut être heureux sans amour ? Le concept du panoptique, tel que développé par le philosophe Michel Foucault dans son ouvrage Surveiller et punir, invite à une réflexion profonde sur les mécanismes de surveillance et de contrôle au sein de nos sociétés modernes. Bien que le panoptique ait été initialement conçu comme une structure architecturale pour les prisons, Foucault l'utilise comme une métaphore pour analyser comment le pouvoir s'exerce de manière diffuse et omniprésente. Le panoptique est un modèle architectural imaginé à la fin du XVIIIe siècle par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham. Il s'agissait d'une prison circulaire dotée d'une tour centrale permettant à un seul surveillant d'observer tous les détenus sans être vu. Cette disposition visait à instaurer un sentiment constant de surveillance parmi les prisonniers, les incitant ainsi à adopter un comportement conforme, de peur d'être observé à tout moment. Michel Foucault s'empare de ce concept pour illustrer le passage des sociétés souveraines aux sociétés disciplinaires. Dans ces dernières, le pouvoir ne s'exerce plus uniquement par la force ou par la violence directe, mais il s'infiltre dans les moindres aspects de la vie quotidienne. Le panoptique devient ainsi le symbole de cette surveillance internalisée, où les individus régulent leur propre comportement sous l'influence de la possibilité constante d'être observés. Selon Foucault, la visibilité est un piège. En étant constamment visibles, les individus sont amenés à se conformer aux normes et aux attentes sociales, non pas sous la contrainte physique, mais par l'intériorisation de la surveillance. Cette dynamique transforme la matière dont nous percevons notre liberté et notre autonomie, nous poussant ainsi à nous conformer même en l'absence d'une autorité visible. À l'ère numérique, le concept de panoptique trouve des échos dans la pratique moderne de collecte et d'analyse de données. Les interactions en ligne, les transactions numériques et les déplacements sont suivis et enregistrés, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Cette surveillance, bien que moins visible et omniprésente, façonne nos comportements et nos choix. Sommes-nous toujours sous surveillance ? La question invite à examiner comment les structures de pouvoir se manifestent aujourd'hui. La surveillance n'est plus confinée aux institutions pénitentiaires ou aux lieux publics. Elle est intégrée dans nos foyers, nos lieux de travail et même dans nos moments de loisirs. En explorant le concept de panoptique, Foucault nous pousse à réfléchir sur la nature du pouvoir et de la liberté. Il nous invite à questionner les structures invisibles qui influencent nos actions et nos pensées, et à considérer comment nous pouvons naviguer dans un monde où la frontière entre visibilité et invisibilité est de plus en plus floue. Ainsi, le panoptique n'est pas simplement une question de surveillance externe, mais une invitation à introspecter sur les forces qui façonnent notre comportement et notre perception du monde. Le paradoxe de Xénon. Le mouvement est-il une illusion ? Le paradoxe de Xénon, formulé par le philosophe grec Zénon d'Élée au 5e siècle avant Jésus-Christ, s'attaque à la notion même de mouvement, que nous percevons comme une évidence quotidienne. À travers une série d'arguments, Zénon cherche à démontrer que le mouvement est une illusion, invitant ainsi à une réflexion profonde sur la nature de la réalité et de nos perceptions. Imaginons une course entre Achille, le héros rapide, et une tortue, beaucoup plus lente. Zénon propose que, même si Achille est plus rapide, il ne rattrapera jamais la tortue, si celle-ci bénéficie d'une avance, aussi minime soit-il. La logique derrière ce raisonnement est la suivante. Au moment où Achille atteint la position initiale de la tortue, celle-ci a progressé d'une certaine distance. Et lorsque Achille atteint cette nouvelle position, la tortue a encore avancé, ainsi de suite et ainsi de suite. Ce processus, bien qu'étrange, suggère une infinité d'étapes, chacune nécessitant du temps, ce qui amène à la conclusion, paradoxale, qu'Achille ne rattrapera jamais la tortue. Au-delà de ce scénario spécifique, Zénon utilise ce paradoxe pour remettre en question notre compréhension du temps, de l'espace et de l'espace-temps. Si chaque mouvement peut être décomposé en une infinité de mouvements lents, cela implique que le temps et l'espace sont divisibles à l'infini. Cette idée défie notre expérience quotidienne, où les choses
semble se déplacer de manière continue et fluide. En nous confrontant à ce paradoxe, Zénon nous invite à réfléchir sur la nature de nos perceptions et sur la réalité sous-jacente qui les gouverne. Sommes-nous témoins d'un mouvement réel ou est-il le produit de notre esprit qui relie des instants discrets? Ce questionnement ouvre la voie à des discussions sur la continuité versus la discontinuité, la réalité objective contre une perception subjective et la manière dont nous construisons notre compréhension du monde à partir de nos expériences personnelles. Ainsi, le paradoxe de Zénon ne cherche pas à fournir une réponse définitive sur la nature du mouvement, mais plutôt à stimuler une introspection philosophique qui nous pousse à examiner les fondements de nos croyances et à reconnaître que ce que nous tenons pour acquis pourrait être plus complexe et moins certain qu'il n'y paraît. Et toi, qu'en penses-tu ? Sommes-nous responsables des actions de nos ancêtres? La question de savoir si nous sommes responsables des actions de nos ancêtres invite à une réflexion profonde sur la nature de la responsabilité, de l'identité et de la transmission intergénérationnelle. Traditionnellement, la responsabilité est perçue comme l'obligation de répondre à ses propres actes, en fonction de sa conscience et de sa liberté de choix. Cependant, cette conception est-elle suffisante pour appréhender notre lien avec le passé et les actions de ceux qui nous ont précédés? Philosophiquement, la responsabilité peut être envisagée sous différents angles. Selon l'encyclopédie philosophique, elle englobe 4 sens principaux. Être responsable de ce que l'on est, de nos actions ou omissions, de leurs conséquences, et être responsable de certaines tâches ou personnes. Cette classification met en lumière la complexité de notions, suggérant que la responsabilité ne se limite pas à nos actions immédiates, mais s'étend potentiellement à des domaines plus vastes. De plus, des philosophes tels qu'Hannah Arendt ont introduit l'idée que nous pouvons être responsables de ce que les générations passées ont produit. Cette perspective élargit la responsabilité morale au-delà de l'individu, impliquant une forme de continuité éthique à travers le temps. Ainsi, les actions de nos ancêtres pourraient-elles influencer notre devoir moral envers les générations futures? Par ailleurs, la question de la responsabilité collective mérite d'être examinée. Sommes-nous, en tant que membres d'une société, responsables des injustices commises par nos prédécesseurs? Cette interrogation touche à la notion de mémoire collective et la manière dont les sociétés reconnaissent et assument leur passé. Le philosophe Edgar Morin évoque les cécités de la connaissance et souligne l'importance de la connaissance pertinente pour comprendre notre condition humaine et notre identité terrienne. Cette réflexion suggère que la reconnaissance des erreurs passées est essentielle pour éviter leur répétition et pour assumer une responsabilité partagée. En somme, la question de notre responsabilité envers les actions de nos ancêtres ne trouve pas de réponse simple. Elle nous pousse à reconsidérer les frontières de la responsabilité morale et à réfléchir sur la transmission de valeurs et des erreurs à travers les générations, et à réévaluer notre rôle dans la perpétuation ou la correction des injustices du passé. Cette réflexion est essentielle pour construire une société consciente de son histoire et engagée dans une démarche éthique. Et toi, penses-tu que nous sommes responsables des actions de nos ancêtres ? Le dilemme du tramway. Le dilemme du tramway, formulé pour la première fois par le philosophe britannique Philippa Foot en 1967, est une expérience de pensée qui interroge nos intuitions morales et éthiques. Imaginez-vous en tant que conducteur d'un tramway, dont les freins ont soudainement lâché. Le tramway fonce à grande vitesse vers 5 ouvriers attachés sur la voie principale, incapables de se dégager à temps. Cependant, juste avant l'endroit où les ouvriers se trouvent, la voie se divise en deux, menant à une voie secondaire sur laquelle se trouve un seul ouvrier. Vous avez la possibilité d'actionner un levier pour dévier le tramway vers cette voie secondaire, sacrifiant ainsi la vie d'une personne pour en sauver 5. La question qui se pose est, devez-vous intervenir, sachant que cela entraînera la mort d'une personne, ou bien rester passif,
et permettre la mort de 5 personnes. Ce dilemme confronte 2 approches éthiques majeures, l'utilitarisme et la déontologie. L'utilitarisme est une théorie morale, qui évalue la moralité d'une action en fonction de ses conséquences. L'utilitarisme suggère que l'on devrait choisir l'action qui maximise le bien-être général. Dans ce cas, cela signifierait sacrifier une personne pour en sauver 5, car cela minimiserait le nombre de morts totales. En revanche, la déontologie, qui se concentre sur les devoirs et les principes moraux, indépendamment des conséquences, pourrait interdire une telle action. Causer délibérément la mort d'une personne est immoral, même si cela conduit à un meilleur résultat global. Pour approfondir la réflexion, des variantes du dilemme ont été proposées. Par exemple, dans la version de l'homme corpulent, imaginée par Judith Javis Thompson, vous vous trouvez sur un pont, surplombant les rails, aux côtés d'un homme corpulent. En le poussant sur les rails, son corps arrêterait le tramway, sauvant ainsi les 5 ouvriers. Cette situation implique une action directe de votre part, soulevant des questions sur la moralité de l'utilisation d'une personne, comme moyen pour atteindre un bien supérieur. Ces variations du dilemme du tramway illustrent la complexité des décisions morales que nous pouvons être amenés à prendre. Elles mettent en lumière les tensions entre différentes théories éthiques et reflètent les dilemmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie réelle, où les choix ne sont pas toujours clairs et les conséquences imprévisibles. En explorant ces scénarios, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres valeurs, à examiner les principes qui guident nos décisions et à reconnaître que souvent, il n'existe pas de réponse simple aux questions morales complexes. Et vous, si vous étiez conducteur de ce tramway, vous sauveriez une personne ou bien les 5? Le problème du mal est l'une des questions les plus complexes et débattues en philosophie et en théologie. Il interroge la compatibilité entre l'existence d'un Dieu omniscient, omnipotent et parfaitement bon, et la présence du mal dans le monde. Cette interrogation trouve ses racines dans le paradoxe formulé par Épicure. Si Dieu ne veut point ôter le mal, il est envieux. S'il ne peut l'ôter, il est faible. Ce dilemme met en lumière une tension apparente entre les attributs divins et la réalité du mal. Si Dieu est tout-puissant et bienveillant, pourquoi permet-il la souffrance et l'injustice? Cette question a conduit à diverses tentatives de réconciliation, connues sous le nom de théodicée, qui suggèrent que Dieu a doté les êtres humains d'une liberté de choix essentielle. Cette liberté permet aux individus de choisir entre le bien et le mal, rendant ainsi les actions humaines moralement significatives. Cependant, cette liberté entraîne inévitablement la possibilité de choisir le mal, ce qui peut expliquer la présence de celui-ci dans notre monde. Néanmoins, cette explication ne répond pas entièrement à la question du mal naturel, tel que les catastrophes naturelles, qui ne résultent pas des choix des humains. Une autre perspective est la théodicée de compensation, qui postule que les souffrances endurées dans cette vie seront compensées dans l'au-delà. Selon cette vision, les épreuves terrestres ont un sens dans un plan divin plus vaste, où la justice ultime sera rendue. Cependant, cette approche peut sembler insatisfaisante face à l'intensité et à l'injustice apparente de certaines souffrances. Certains théologiens adoptent une position plus humble, reconnaissant que les voies de Dieu sont incompréhensibles pour l'esprit humain. Cette perspective invite à l'humilité et à la confiance, suggérant que l'homme ne peut pleinement comprendre les raisons divines. Cependant, cette réponse peut être perçue comme un évitement du problème, ne fournissant pas de satisfaction intellectuelle à ceux qui cherchent des explications rationnelles. Le problème du mal ne se limite pas au débat théologique abstrait. Il a des implications profondes pour la vie quotidienne et la compréhension humaine. Il touche aux questions de la souffrance humaine, de l'injustice sociale et du sens de l'existence. En réfléchissant à ce problème, les individus sont confrontés à des questions existentielles sur la nature de Dieu, la moralité humaine et le sens de la vie. En fin de compte, le problème du mal reste une question ouverte, sans réponse définitive. Il invite à une exploration continue de la foi, de la raison et de l'expérience humaine, poussant chacun à réfléchir sur ses propres croyances et perceptions face à la réalité du mal dans le monde.